François Fillon sera donc formellement inculpé le 15 mars de détournement de fonds publics et d'abus de biens sociaux. Le prétendant à l'Élysée nie les faits qui lui sont reprochés et il refuse d'abandonner la course à l'Élysée. Les précisions de Philippe Randrianarimanan. Attendu au Salon de l'Agriculture, François Fillon change de plan au dernier moment, sans explication. Il est 8 heures. Tout le monde est pris de court, y compris dans son propre camp. Le candidat de la droite française annonce une conférence de presse pour midi. D'ici là, suspense garanti. Rendez-vous à son QG de campagne. Des cadres de son parti se succèdent, mais rien ne filtre. De quoi alimenter toutes les spéculations sur leur champion, marqué par l'affaire de présumé emploi fictif de son épouse. Avec une demi-heure de retard, François Fillon brise le silence. Il révèle un nouveau coup dur dans sa campagne. Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. C'est le pire scénario. François Fillon avait promis de jeter l'éponge dans un tel cas de figure, mais il contre-attaque avec une virulence inouïe. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire et ces 4 millions d'électeurs parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet. Le candidat Fillon assure qu'il se rendra à sa convocation devant les juges, mais surtout, plus question de reculer. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout. Le mot d'ordre est donné, repris par ses soutiens. Pourquoi se retirerait-il puisqu'il a le sentiment profond de n'avoir commis aucun délit et que dans notre pays, chère madame, les jugements se font à charge et à décharge. Pour l'instant, seule la charge a été entendue puisque seuls les adversaires de François Fillon sur le plan judiciaire se sont exprimés. Là, il y a des coïncidences qui sont quand même extrêmement surprenantes. On a eu des coïncidences quand il est allé faire une réunion publique. Une demi-minute avant qu'il ne prenne la parole, on dit qu'on va désigner des juges. Là, il va visiter le salon de l'agriculture. 3 minutes avant, on dit qu'il va être mis en examen. Opération déminage terminée, François Fillon reprend son agenda là où il l'avait laissé. Vers 15 h, il arpente le salon de l'agriculture dans la cohue médiatique. Ces mots résonnent encore dans cette campagne présidentielle, pas comme les autres. Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Laurent, merci d'être avec nous. Avec nous également ce soir, Pierre Marlet, journaliste, correspondant à Paris de la RTBF, notre partenaire belge. Merci d'être avec nous. Pierre, Laurent, on commence avec vous. Quelle est d'abord la portée de cette information? Un candidat à la présidence de la République française mis en examen. C'est intéressant que vous posiez la question parce que c'est tellement pas une surprise. C'est un compte à rebours qui a été enclenché en vérité il y a environ 1 mois et demi quand a été déclenchée l'affaire Pénélope Fillon. Quand ces soupçons d'emploi fictif sont arrivés, c'est un compte à rebours qui s'enclenchait et quand le parquet national financier a dit qu'il y avait à poursuivre, ou en tout cas qu'il excluait de ne pas poursuivre, on savait que ça aboutirait d'une manière ou d'une autre, soit sur un renvoi en correctionnel, soit sur une mise en examen. Donc pour répondre à votre question, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu un candidat à la présidentielle en France sous la 5e mis en examen, concourir alors qu'il est mis en examen. Voilà, c'est du jamais vu. On est dans un pays où il y a une jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence Balladur, qui est qu'un ministre mis en examen démissionne automatiquement. Et on n'avait jamais vu un candidat à la présidence de la République mis en examen. Pierre, vous étiez à la précédente conférence de presse, on s'en souvient, il y a quelques semaines. Vous aviez posé d'ailleurs une question à François Fillon. Comment l'avez-vous trouvé aujourd'hui en conférence de presse? Mais beaucoup moins offensif que le 6 février, le jour de la conférence de presse. Plutôt un homme déterminé, un peu marqué, qui continue son chemin de croix, qui envers et contre tout se dit « voilà, je suis là, je ne sais pas ce que ça donnera, j'irai jusqu'au bout ». Je crois que le 6 février, il y avait l'espoir de renverser la table, en quelque sorte, de faire le pari, ce que Laurent disait, donc cette perspective éventuelle de mise en examen existait, mais faire le pari de jouer la montre, en quelque sorte. Que tout cela arriverait trop tard, parce qu'il y a le 17 mars, qui était la date butoir, et de se dire, voilà, avec retard de procédure, il y a peut-être moyen d'éviter ça. Le dépôt des parrainages, oui, absolument. Voilà. Et donc, de passer au travers des gouttes, en quelque sorte, et là, il a pris l'orage de mars en plein fouet.
Et Laurent, vous le disiez, cette affaire a éclaté il y a quasiment 1 mois et demi. On va justement faire un point sur ce qu'on appelle à l'étranger notamment le Penelope Gate. Retour sur le scandale révélé par le Canard enchaîné avec Pascal Vesset. Tout est parti de cette une du Canard enchaîné. Dans son édition du 25 janvier, l'hebdomadaire satirique lance une bombe en pleine campagne présidentielle. Il révèle que François Fillon, quand il était député de la Sarthe, a employé pendant 8 ans son épouse Pénélope comme attachée parlementaire et que pour ce travail, elle aurait perçu environ 500 000 € sur l'enveloppe réservée à cet effet pour les députés et les sénateurs. Problème, aucune trace de son activité n'a été retrouvée et des proches de François Fillon assurent n'avoir jamais travaillé avec elle. Autre révélation, Pénélope Fillon aurait aussi été rémunérée par la revue des Deux Mondes sans que personne ne l'y croise. Alors, la femme du candidat de la droite à la présidentielle a-t-elle bénéficié d'un système d'emploi fictif ? Non, martèle François Fillon à la télévision. Ce jour-là, il déclare aussi devant des millions de téléspectateurs que rien ou presque ne pourra l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Après une semaine noire, François Fillon, affaibli mais déterminé, décide de relancer sa campagne alors qu'une enquête est en cours sur les présumés emplois fictifs de son épouse. Je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Mais les révélations du Canard enchaîné ne s'arrêtent pas là. Quelques jours plus tard, le journal satirique en remet une couche. Selon lui, Pénélope Fillon aurait en fait touché plus de 830 000 € de revenus comme attachée parlementaire entre 1988 et 2013. Un poste pour lequel la justice enquête pour savoir s'il s'agit d'un emploi fictif. Enfin, toujours selon le Canard enchaîné, François Fillon aurait aussi rétribué 2 de ses enfants comme assistants parlementaires pour un montant total de 84 000 € en seulement 2 ans. Le problème encore, c'est qu'à l'époque des faits, ces 2 enfants n'étaient pas avocats, contrairement à ce qu'il avait affirmé à la télévision, mais simples étudiants. Laurent Mazan, on vient de l'entendre, François Fillon avait dans un premier temps déclaré à la télévision française qu'il se retirerait en cas de mise en examen. Beaucoup de contradictions dans la stratégie de défense du candidat de la droite. Il a fait plus fort que ça, François Fillon. Il faut se souvenir du débat face à Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite. Il avait dit, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen ? Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen ? Cette phrase-là, c'est un boomerang. Donc quand il arrive sur le plateau effectivement de télévision pour dire que la seule chose qui ferait qu'il sortirait, il pense encore que cette affaire... En vérité, il est convaincu qu'il n'a rien fait de mal, François Fillon. C'est le fond de l'histoire. Il est persuadé qu'en vérité, le système politique fonctionnait comme ça et qu'il n'y a pas de problème dans ce qu'il a fait. Voilà. Qu'il n'y a rien d'illégal. Il s'est longtemps accroché à l'idée qu'il n'y avait rien d'illégal dans ce qu'il avait fait. Donc quand il va sur le plateau de France 2, et il le répète toujours aujourd'hui, absolument. Donc c'est pour ça qu'il dit que les juges sont en gros j'allais dire un gros mot, vous avez compris. Ce qu'il y a un complot des juges, en tout cas, c'est parce qu'il est convaincu qu'en vérité, on est en train de le charger. C'est un homme qui se sent harcelé, donc qui se défend d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qu'il avait dit ? Ça, le général de Gaulle mis en examen, puis ce qui me ferait évidemment renoncer, c'est d'être mis en examen. Voilà pourquoi aujourd'hui il se classe mûr. Mais il y a un responsable des Républicains qui me disait tout à l'heure, mais vous savez, c'est l'histoire du pilote qui tout d'un coup s'enferme dans le cockpit et décide que c'est lui qui décide de l'endroit où va l'avion, alors qu'il y a 350 passagers à bord et que l'avion pique du nez dangereusement. Il y a des gens qui sont en train de taper à la porte du cockpit en disant, il faut ouvrir maintenant, il faut sortir de là, monsieur, on a d'autres pilotes pour vous remplacer. Et justement, Laurent, pour aller dans le sens de votre propos, celle qui frappe aussi à la porte du cockpit, Catherine Vautrin, vice-présidente du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui déclare à l'agence France-Presse de l'Assemblée nationale, qui demande le retrait de François Fillon de la course à l'Élysée et qui demande qu'il soit remplacé par un autre candidat. La dernière, parce que ça a commencé avec Bruno Le Maire, Absolument, qui a on va d'ailleurs communiqué en disant, quand on dit qu'on se retirera si on est mis en examen, quand on est mis en examen, on se retire. Donc je quitte la campagne. Ça, c'est Bruno Le Maire. L'UDI, il est centriste. Un accord a été conclu cette nuit entre les Républicains et les centristes. Un accord électoral, 69 sièges garantis pour les centristes, qui disent, nous, on se retire de la campagne de François Fillon. Donc c'est un nouvel incendie
un de plus, et il ne fait que commencer. C'est pas terminé. Pierre Marlet, ce soir, dans le journal de notre partenaire belge, la RTBF, il sera bien entendu question de cette mise en examen à venir de François Fillon. Je peux même vous dire qu'on va ouvrir avec ça. Vous allez ouvrir justement avec ça, on a l'information ce soir. C'est une affaire bien entendu retentissante dans le monde francophone, mais pas seulement. La stratégie de tension de François Fillon peut-elle, selon vous, payer auprès de l'opinion publique française et des électeurs, puisqu'il s'en remet à eux? Ça a été son pari. Mais je crois que le pari ne tiendra pas, sincèrement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que les sondages... Que disent les sondages? On décrit toujours les sondages, mais que disent les sondages? Ils montrent qu'en fait, François Fillon ne s'est pas effondré et qu'il y a une base qui continue, envers et contre tout, à croire en lui. Le souci, c'est que sur les côtés, il perd toujours un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc la dynamique n'est pas du tout de son côté. Elle est du côté d'autres candidats, essentiellement d'Emmanuel Macron. Donc on voit mal, dans les circonstances actuelles, comment arriver à renverser les choses, à donner une dynamique positive, alors qu'il fait figure de bête acculée et que, effectivement, ça ressemble davantage à un chemin de croix et que maintenant, d'ailleurs, et c'est le fait politique du jour, ça commence sérieusement à tanguer. À droite, certains disent il faut arrêter. C'est un peu ce qu'on avait eu au moment, au moment du déclenchement de l'affaire. Il avait réussi à refaire l'unité de son camp parce qu'il n'y a pas de plan B et qu'il n'y avait pas le candidat évident pour le remplacer. Mais là, si certains candidats, notamment au sein de sa famille politique, disent il faut arrêter, ça commence à être extrêmement compliqué pour lui. Et il y a une date butoir, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est le 17 mars. C'est-à-dire qu'après le 17 mars, ça veut dire dépôt des parrainages pour être qualifié, mais au-delà du 17 mars, et François Fillon, on sait, a déposé ses parrainages et il est qualifié. Voilà, c'est le seul. C'est le seul d'ailleurs, dit le Conseil constitutionnel aujourd'hui, voilà, à avoir plus de 500 parrainages. Laurent, vous évoquiez après le 17 mars, on ne pourra plus le remplacer. Ça sera terminé. C'est un nouveau compte à nouveau les fameux 15 jours de François Fillon qui seraient en place. Le sentiment, c'est que je pense les Républicains ont raté le coche. C'est-à-dire que si début février, on avait tout mis en route pour sans doute pas faire une primaire, mais créer un congrès, quelque chose d'officiel qui puisse remplacer, vu les circonstances, François Fillon par quelqu'un d'autre, c'était encore jouable. Il restait un coup à jouer pour les Républicains. Mais là, on va le faire, contraint et forcé, si on le fait, avec un temps extrêmement court pour faire campagne. Et pour le faire, pardonnez-moi, il faut que François Fillon renonce. Il faudrait, on ne vire pas, pardonnez-moi le mot, le candidat élu de la primaire. Justement, messieurs, on va voir justement qui décide. Est-ce que c'est lui qui a décidé tout seul ou est-ce qu'il y a une décision collégiale au sein du Parti Les Républicains? On va essayer de voir ça, mais d'abord, quelques réactions d'autres candidats à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Benoît Hamon pour commencer. La situation est malsaine. C'est pas bon pour la démocratie, une situation pareille. Et je pense que c'est pas mon bord. Je suis un homme lié à la gauche par son histoire, mais ça me fait presque de la peine pour mes compatriotes qui auraient le droit d'avoir un candidat qui puisse être présentable, si j'ose dire. Ces propos sont d'une incroyable violence à l'égard des magistrats et de la justice. Parler d'un assassinat politique, la réalité c'est que c'est le feuilleton des affaires qui concernent François Fillon qui aujourd'hui rend médiocre cette campagne présidentielle. J'observe qu'il emprunte au même registre que tous les politiques mis en examen, qui expliquent qu'ils sont victimes d'un complot médiatique, politique, judiciaire. Tout ça n'est pas sérieux. Les mots ont un sens. Et je pense que ça fait plusieurs fois cette semaine que M. Fillon choisit d'utiliser des grands mots. C'est plutôt le signe d'une perte de nerfs ou alors d'une perte de sens des réalités. Pour ce qui est du domaine public et de la vie politique, les Français seront juges. Mais ne donnons pas au vote démocratique le rôle de l'absolution. Ce n'est pas le sien. Et autre réaction ce soir, celle de François Hollande, le président français, qui condamne tous ceux qui s'en prennent aux magistrats. Laurent, la stratégie de François Fillon, se retirer, se maintenir, en l'occurrence aujourd'hui on le sait, c'est se maintenir. Oui. Qui prend cette décision? Qui décide au fond? François Fillon, il a fait une affaire personnelle de cette affaire parce que sa femme a été touchée, encore une fois, en premier lieu et qu'il a été donc touché personnellement. Il fait une affaire personnelle de son maintien dans la course présidentielle. C'est un orgueilleux, François Fillon. Il faut le savoir. On l'a longtemps pris pour Droupi. On l'appelait beaucoup Droupi dans la politique française. C'était pas très gentil quand il était je mets des guillemets, le collaborateur du président Nicolas Sarkozy. C'est comme ça qu'il l'avait appelé. Il encaissait les coups, en gros,
euros et il ne les rendait pas. Mais c'est un orgueilleux. C'est un homme qui, en vérité, a découvert au moment de la primaire, ou qui était persuadé qu'il avait en lui, et qui a montré aux autres au moment de la primaire, qu'il était potentiellement un leader, qu'il était porteur, qu'il pouvait emmener, qu'il pouvait être numéro 1. Il n'est pas redescendu de ce point de vue-là. Donc, il en fait une affaire personnelle. Et s'il dramatise comme ça, là où... je ne crois pas qu'il perde ses nerfs, en l'occurrence. Je crois qu'il se sent, encore une fois, harcelé, et il peut être énervé. Mais il ne perd pas ses nerfs. Il a une stratégie de dramatisation qui revient un peu à sa stratégie d'il y a un mois et demi, en disant c'est moi ou le chaos. Vous m'aurez moi ou vous n'aurez personne. Et on cherche à m'abattre. Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, tout le monde est en train de distribuer les coups. Et de rappeler qu'il a gagné la primaire de la droite. Pierre Marlet, comment cette affaire est perçue à l'étranger, dans le monde francophone, et au-delà, et d'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, dans les pays nordiques, où parfois l'on démissionne quand on est ministre pour une note de frais de 70 € qui ne serait pas justifiée, ou 400 €. CNN avait diffusé la précédente conférence de presse. Comment on réagit à cette affaire? C'est quoi? C'est l'incrédulité qui l'emporte? Il y a une forme de sidération, parce que, comme dit Laurent, il y a une forme d'aveuglement de la part de François Fillon, qui veut en quelque sorte fuir le réel, qui s'enferme dans cette stratégie. C'est un peu dangereux par les temps qui courent aussi. Et moi, ce qui me frappe en tant que citoyen non français qui suit cette affaire, c'est cette manière de mettre en cause la presse, de mettre en cause les magistrats, donc en gros, et de mettre en cause carrément l'état de droit. Il est allé jusqu'à dire dans cette conférence de presse que les juges mettaient en danger l'état de droit. Marine Le Pen le fait aussi et voilà, du côté du Front c'est National. de là que je voulais en venir. C'est une stratégie qui ressemble furieusement à celle du Front National, à celle de Marine Le Pen. Et là, on a une image de François Fillon, nous, vu de l'étranger, qui en quelques mois, c'est complètement inversé. On partait avec l'idée d'un homme responsable, qui, au contraire de Nicolas Sarkozy, lui, n'était pas empêtré dans des affaires, qui avait un programme, on pouvait être d'accord ou pas, mais un programme politique qui voulait un débat des idées. Ce débat est devenu impossible. Comment voulez-vous avoir un débat des idées dans ce contexte actuel? Et une image de François Fillon qui est maintenant entre celle de Nicolas Sarkozy et celle de Marine Le Pen. Il faut juste savoir une chose. Il y a une seule manière pour lui d'éviter la mise en examen. C'est faire ce que fait, sur le plan juridique, c'est faire ce que fait Marine Le Pen. C'est refuser de se rendre chez les juges. Il a dit qu'il ne le ferait pas parce que là, politiquement, ce serait quand même encore pire. Je veux dire, là, ce serait directement... Parce qu'effectivement, on ne peut pas le mettre en examen s'il refuse d'y aller. Et là, mais là, il s'enfermerait politiquement dans une stratégie qui est intenable. Laurent est inaudible, c'est tout à fait juste sur le fond de son programme, qui, encore une fois, avait rassemblé 4 millions de personnes. On imagine les prochains débats télévisés, d'ailleurs, face aux adversaires. Ça va être très, très chaud. Si effectivement, on en arrive à un débat télévisé comme ça va être très très chaud. Est-ce qu'il peut gagner, Laurent? Tout de même, la question peut surprendre, mais est-ce qu'il est encore dans la course? Est-ce qu'il peut gagner cette présidentielle? Je pense que dans sa tête, je ne veux pas faire de psychologie à la petite semaine, voilà. Mais je pense que dans sa tête, oui. Je pense que dans sa tête, il est la victime d'un acharnement, ce que je vous disais tout à l'heure sur le harcèlement, d'un acharnement. Quand il parle de quasi-guerre civile, parce qu'il y a 20 types avec des casseroles à l'entrée de tous ces meetings qui viennent faire du bruit, ou parce qu'on asperge les bus de ses supporters de farine, honnêtement, on a vu plus chaud dans la vie politique française. Bon. Mais je crois que lui pense que oui. La vraie question, elle va se trancher évidemment le 22 avril, au soir du premier tour. On verra ce que donne, s'il est toujours candidat, et moi je pense qu'il le sera. On verra ce que donne sa stratégie. S'il est un résistant, s'il a vendu cette idée qu'il est un résistant à un ordre qui essaye de l'abattre, à une droite qui, pour le coup, serait peut-être tenté d'être un peu parano, on serait du Donald Trump, on serait du côté de Donald Trump, plutôt du côté de la droite traditionnelle ou de la droite classique des notables qu'incarne François Fillon, ou s'il est le forcené qui, comme je vous le disais tout à l'heure, s'est enfermé dans le cockpit jusqu'au moment où l'avion s'est écrasé. Et si c'est ça, ses amis lui feront payer très très cher. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage donc sur cette mise en examen à venir dans 2 semaines de François Fillon. On y revient bien entendu d'ici la fin de 64 minutes. Vous entendez